Il faut rimer pour l'oreille et non pour l'œil, dit Maurice Gramont. Car dans la rime, on n'y regarde que le son et non l'écriture. Avec ta définition de la rime, ma chère, tu frimes. Et je dirais même qu'en tant qu'intérim, tes citations périment. On a compris, tu sais ce que c'est qu'une rime et tu es capable d'en faire. Mais est-ce que tu serais capable de donner une définition exacte? Où est-ce que la rime commence-t-elle exactement? Qu'est-ce qui justifie que saugrenu et vendu, ça rime, mais ça rime et sans rhume, ça rime pas? Ah, tchoum! Pardon, tu disais? BBM et Vaillant donnent des définitions un peu trop compliquées de la rime, alors je vais essayer de simplifier tout ça. La rime, c'est l'exacte similitude sonore entre deux fins de mots, et elle commence au premier son similaire vocalisé, c'est-à-dire venant d'une voyelle, et se poursuit jusqu'à la fin du mot, sous réserve que la suite soit également pareille. C'est pas franchement plus simple, hein. Dans raison et saison, par exemple, le premier son vocalisé similaire est le son « et », donc on commence là, et toute la suite est pareille, donc c'est une rime en aison. Dans raison et raisin, en revanche, le premier son vocalisé similaire est toujours le son « et », mais la suite n'est pas pareille, donc ce n'est pas une rime. Dans saugrenu et vendu, le seul son vocalisé similaire est le son U, et il n'y a rien après, donc c'est une rime en U. Je crois que j'ai compris le juste prix que tu m'as appris. Dans Belle et Bulle, en revanche, le seul son vocalisé similaire que l'on pourrait trouver serait le E. Mais comme celui-ci ne se prononce pas, eh bien les mots ne riment pas. On ne dit pas belle. Sauf si tu es une vache, un âne. On parle alors d'allitération, c'est-à-dire la répétition sonore d'une ou plusieurs consonnes. Ou bien de paronyme. Deux mots qui présentent une certaine analogie phonétique, mais qui n'ont pas le même sens. L'un est écrit normalement, l'autre est écrit verticalement. Georges Lotte définit la rime par deux caractères essentiels. Un accord de timbre et un accent. Car les mots rimés sont généralement appuyés, soulignés ou mis en valeur par la voix et le ton. Georges Lotte définit Poissonnier sa rime par deux caractères d'essence, le sel et un accord de teint mis en valeur par l'envoi ou le ton. En boîte. La rime est utilisée dans divers genres littéraires et artistiques, pas seulement en poésie, même si certains, comme Louis Aragon, avec l'estragon, l'huile et le citron, la considèrent comme le caractère essentiel de la poésie. En France, elle a même été hiérarchisée et divisée en fonction de sa qualité, qu'on appelle aussi pureté ou richesse. Il y a les rimes pauvres, les rimes misérables, et puis après il y a les riches, les bourgeoises, les millionnaires. Presque. Mais le problème, c'est que tous les théoriciens ne sont pas d'accord sur le nombre de ces catégories, ni sur leur définition. Bon, de toute façon, ils ne sont jamais d'accord sur rien, ceux-là. Ça, c'est vrai. On trouve par exemple des rimes riches, suffisantes, pauvres, enrichies, plus que riches, équivoquées, faciles, etc. Beaucoup de termes dont les définitions ne sont pas toujours très claires. Je ferai donc une vidéo pour chacune de ces notions. Mais les trois les plus simples à retenir sont pauvres, suffisantes et riches, et correspondent au nombre de sons ou de syllabes en commun. Est-ce qu'il y a un fond d'aide aux rimes les plus démunies? Petite précision sur la rime. Deux mots peuvent rimer sans forcément constituer à proprement parler une rime. Car une rime, c'est la similitude sonore entre deux mots situés en fin de vers, de phrase ou de proposition. Donc si deux mots rimés se suivent, ils ne forment pas de rime. Par exemple, de l'amour toujours j'aurai pour toi, car ton âme est mon unique toi. Amour est toujours rime, mais ne forme pas une rime, tandis que c'est le cas de toi et toi. Oh, c'était si beau, j'aime quand tu es poète et que tu me parles comme ça. C'était pas pour... Soyons poètes, soyons fous et vulgarisons la poésie.